What's up, bro? Bonjour et bienvenue pour ce simple podcast sur le piège des coûts irrécupérables, en anglais The Sunk Cost Fallacy, qu'on pourrait également traduire par la peur ou l'erreur des coûts irrécupérables en fonction de ce qu'on a envie de mettre en avant. Mais vous me direz peut-être, le piège des coûts irrécupérables, qu'est-ce que c'est? What's up, bro? Le simple podcast du lundi. Pas toujours. Bah oui, c'est quoi? Eh bien, pour commencer, c'est un biais cognitif. Un biais cognitif, je cite, c'est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Ok, c'est clair, mais pas vraiment. En gros, ça implique qu'il y a une manière rationnelle d'aborder les choses, mais que quand j'emprunte un biais cognitif, je me trompe complètement. Je tords la réalité à ma manière, sans peut-être même m'en rendre compte. Pour moi, un des meilleurs exemples de biais cognitif, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est par exemple quand des scientifiques vont faire toute une étude pour démontrer qu'ils ou elles ont raison, mais qu'ils oublient de parler de tous les résultats qui pourraient prouver qu'ils ou elles ont tort. J'en parle dans mes vidéos sur l'effet Hawthorne, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Donc le biais cognitif, c'est une torsion de la réalité à cause d'erreurs de perception, d'évaluation ou d'interprétation logique. Mais alors, en quoi la peur des coûts irrécupérables est-elle un biais cognitif? Eh bien pour ça, expliquons d'abord en quoi consiste cette peur. Oui, merci. C'est un sujet qu'on étudie en économie comportementale, c'est-à-dire cette science, disons, qui opère la jonction entre la psychologie et l'économie, et qui a pour objet d'étudier le comportement des humains dans des situations économiques. C'est un peu redondant, mais c'est ça. Si je rentre dans un magasin avec pour seul objectif d'acheter un tube de dentifrice, mais que je ressors en ayant craqué pour la promotion 5 paquets de biscuits, le 6e est offert, eh bien je suis un sujet en or pour l'économie comportementale. Et d'ailleurs, c'est justement parce qu'elle existe qu'il y a cette promotion à l'entrée du supermarché. C'est étudié pour que je craque. Et ça marche. Je n'ai pas besoin, ni vraiment envie d'ailleurs, de ces paquets de biscuits qui vont prendre beaucoup de place chez moi, mais comme c'est en promotion, je risquerais de perdre de l'argent si je ne les achetais pas. Il ne vous aura pas échappé que mon raisonnement est un petit peu erroné, parce que au lieu de sortir en ayant dépensé qu'1,30 €, eh bien j'ai claqué 30 balles, parce que j'ai craqué pour toute une série d'autres promotions. Alors que j'aime même pas ça, les chips à la tomate en fait. Mais les réductions, ça coûte moins cher, donc j'ai forcément gagné de l'argent, me dit mon cerveau. Et voilà que je donne à nouveau dans le biais cognitif. Eh bien, la peur des coûts irrécupérables, c'est pas très loin dans l'idée. Un coût irrécupérable, ou sunk cost en anglais, c'est très simple, c'est quand vous avez fait une dépense qui est définitive. Irréversible. C'est pas remboursable et c'est pas récupérable par un autre moyen. C'est des sous que vous avez dépensés et que vous ne reverrez jamais. On peut les opposer aux coûts prospectifs, prospective costs en anglais, c'est-à-dire une dépense qui n'est pas tout à fait définitive. Par exemple, si j'ai pris un billet de train remboursable, eh bien c'est un coût prospectif. J'ai toujours moyen de récupérer mes sous-sous. Bon, visiblement les coûts prospectifs c'est surtout un terme anglophone, donc on a un peu moins d'informations là-dessus, mais vous savez quoi, je vous invite à chercher par vous-même si ça vous dit. Prenons un exemple de coût irrécupérable. J'achète un cookie, au hasard, je le mange, je demande à me faire rembourser, on me dit non, je peux dire adieu à mon pognon. T'as toujours des exemples pertinents, toi. Oui, je sais. Les coûts irrécupérables, c'est pas forcément négatif en soi. Si une compagnie investit dans une machine, c'est un coût irrécupérable, certes. L'argent, quand il est dépensé, il est dépensé. Mais la machine servira pendant des années à fabriquer, par exemple, un produit. Donc, la compagnie, à terme, va peut-être y récupérer des sous. De même que si je m'achète un bavoir, ça me coûtera moins cher que de racheter des vêtements à chaque fois que je me tâche avec de la sauce bolognaise. Comment ça, personne ne fait ça ? En plus, j'aime pas les tomates. Il y a un côté très culpabilisateur dans les termes coût irrécupérable, comme si on avait commis une faute en faisant cette dépense. Il y a vraiment l'idée de point de non-retour. T'as fait un choix, et t'as fait le mauvais. Bah oui, sinon on parlerait peut-être de placement hyper rentable, ou d'investissement du tonnerre. Mais non, on parle bien de coût irrécupérable. Bah, t'as vraiment le jugement dernier qui s'est abattu sur le mot. C'est un coût irrécupérable. Parce que je suis vilain. Mais à penser comme ça, on vient diaboliser le principe de fonctionnement à perte. L'écueil de cette idée, c'est ensuite de vouloir commencer à rentabiliser des institutions comme l'école, l'hôpital ou la prison. Bah oui, rendez-vous compte, on n'a que des sorties d'argent, aucune entrée quasiment, et que des coûts irrécupérables. Nos élèves, nos patients, nos prisonniers ne nous rapportent pas d'argent.
Malheur! Sauf qu'à penser comme ça, on en vient à fermer les services hospitaliers qui ne seraient pas rentables. Toute ressemblance avec une scène de la réalité serait purement fortuite. Je ne suis pas sûr que tout ça soit souhaitable. Ce que je dis là, c'est vraiment pour revenir sur le choix des termes coûts irrécupérables et pour inciter à la prudence quant à leur utilisation. Mais le vrai sujet de cette vidéo, le piège des coûts irrécupérables, ça vient désigner encore autre chose, même si c'est lié, évidemment. L'exemple le plus fameux, c'est celui du casino. Je vais au casino, je joue une dizaine de fois, mettons par exemple, et je perds systématiquement. Jusque-là, c'est crédible. Je pourrais partir en me disant « Bon, je viens de claquer 20 €. Oui, dans mon histoire, je joue des jetons de 2 €, mais déjà 20 € c'est beaucoup, faut pas déconner. Mais au lieu de partir, je me dis « Ah, j'ai tellement mis de sous dans cette machine que ça serait bête de s'arrêter là. Ça va bien finir par payer, la chance va tourner. Si je pars, quelqu'un d'autre risque de récupérer le fruit de mes efforts. Et surtout, l'argument qui tue, j'ai déjà dépensé tellement d'argent que ça serait bête de m'arrêter maintenant. » Voilà, la peur des coûts irrécupérables, c'est ça. Je propose qu'on s'arrête 2 secondes pour évaluer le bon sens de la proposition. J'ai tellement dépensé d'argent, ça serait bête que je m'arrête maintenant. Autrement dit, tiens, pour me mettre encore plus de pression sur le coup d'après, je vais dépenser encore plus d'argent. L'exemple du joueur de casino permet bien de montrer en quoi cette peur constitue un biais cognitif, et surtout un gouffre sans fin. Je perdrais moins d'argent si j'arrêtais de rejouer sans cesse. D'ailleurs, je perdrais moins d'argent si je jouais pas au casino tout court. Mais 10 jetons de 2 € que j'ai joués, c'est un coût irrécupérable. Le croupier les a ramassés, je crois pas que je puisse les récupérer, c'est mort, il y a des caméras partout. Et quand j'ai demandé un remboursement à la caisse, on m'a gentiment raccompagné vers la sortie. Je comprends pas. Ma peur des coûts irrécupérables, elle s'est manifestée quand je me suis dit « J'ai déjà dépensé tellement d'argent, ça serait bête de partir avant d'avoir récupéré ma mise. » Quand j'ai cru pouvoir conjurer le sort en l'aggravant. Ou bien il y a aussi l'exemple du film, qui est un petit peu différent. J'ai payé 15 balles pour aller voir un film au ciné, parce que maintenant ça coûte super cher, sérieux. Mais le film est mauvais. Il n'y a pas à tortiller, il est vraiment très très mauvais. Genre, au bout de 5 minutes, c'est insupportable. Je peux soit partir tout de suite, ou bien rester. Mais dans les deux cas, je ne reverrai pas mes 15 €, ça c'est clair. Ils sont dépensés, coulés, perdus. Mais tomber dans le piège des coûts irrécupérables, c'est se dire « Hey, j'ai dépensé ces 15 €, maintenant je vais les rentabiliser, je vais rester ici jusqu'à la fin du film. » Qui est vraiment très très mauvais, mais c'est pas grave, je reste. Alors qu'en fait, tu te fais souffrir 2 heures de plus. Donc tu as payé pour souffrir pendant 2 heures. Alors que t'aurais pu sortir de la salle et limiter la casse en faisant un truc qui te plaît, par exemple, au moins. Prendre conscience de ce piège, c'est admettre qu'on a fait une erreur, que notre choix n'était pas le meilleur. Les anglophones associent ça à la notion de hindsight, ou la sagesse rétrospective en français. De toute façon, j'ai perdu mes sous, donc autant que j'en fasse quelque chose de productif si je me place du point de vue d'une compagnie, ou alors, dans le cas personnel, disons, moi, dans le cas du cinéma, eh bien, je me dirais, autant que je fasse quelque chose de chouette à la place. Oui, parce que la What's Up Bro Company, c'est pas vraiment une compagnie comme les autres. Déjà, le patron, c'est un bonsaï. T'as dit quoi? Rien. L'autre exemple sur lequel vous tomberez quasiment à chaque fois en faisant des recherches sur la question, c'est l'erreur de jugement du Concorde, ou The Concorde Fallacy. Il est dit que les gouvernements britanniques et français, dans les années 70, disons, se sont entêtés à poursuivre le projet du Concorde, alors que tout le monde avait fini par admettre que son exploitation commerciale ne pourrait jamais être rentable. Alors moi, du coup, je lis ça et je dis « Ah oui, mais ça, c'est pas pareil ». Pas tout à fait. Parce que là, les acteurs et les actrices de ce projet savent qu'ils jouent à perte. Mais il y a d'autres raisons que les motivations purement économiques qui rentrent en jeu. Là, pour moi, quand on regarde ça sous la seule lorgnette de l'économiste, un économiste très étriqué, d'accord, et qu'on en tire des conclusions purement économistes et rien d'autre, je crois qu'on se fourvoie. C'est comme si j'allais critiquer des footballeurs parce qu'ils essayent pas de tirer dans les cages à chaque fois qu'ils ont le ballon, même quand ils sont tout à l'autre bout du terrain. On va dire que lors d'un match, c'est peut-être pas mal de faire des passes et de dribbler, quoi, par exemple. Enfin, de même, comme l'État n'est pas forcément concevable que comme une entreprise, parfois les gouvernements peuvent faire des choix qui sont délibérément à perte. Pour le prestige, le tourisme, des accords commerciaux, des partenariats diplomatiques, que sais-je. Mais bon, si le Concorde ressort régulièrement dans les exemples de coûts irrécupérables, c'est que l'idée qui semblait dominer les discussions, visiblement, c'était quand même « On a tellement dépensé, on va quand même pas s'arrêter en si bon chemin ».
À noter que certes, ils y perdaient, mais peut-être qu'ils ont récupéré un petit peu sur investissement, peut-être pas assez pour colmater toutes les dépenses qu'ils avaient faites, mais il est possible qu'ils aient perdu moins d'argent en lançant la bête et donc en récupérant des prix sur les billets, etc., que s'ils avaient arrêté à ce moment-là tout pile. Mais vous savez quoi ? C'est beaucoup trop pointu comme question. Donc je persiste, le casino, c'est un exemple beaucoup plus simple, et donc c'est un meilleur exemple. D'autant plus que la peur des coups inutiles s'accouple parfois au biais de probabilité hyper optimiste. Eh ouais, j'avais envie de sortir plein de gros mots aujourd'hui. En 1968, Robert Knox et James Engster, chercheurs à l'université de Colombie-Britannique, publient leurs recherches sur la dissonance post-décisionnelle. Et oui, encore un gros mot, mais je vais expliquer ce que c'est après. Ils se sont rendus dans un hippodrome et ils ont constaté une différence singulière de jugement entre les gens qui s'apprêtaient à parier et ceux qui venaient de parier sans connaître évidemment le résultat de la course. Sur une échelle de 1 à 7, les gens qui n'avaient pas encore parié estimaient en moyenne leur succès autour de 3,48, alors que ceux qui avaient déjà parié, qui avaient déjà dépensé de l'argent, estimaient en moyenne leur chance de victoire à 4,81. Donc les gens qui ont investi de l'argent dans leur pari sont plus confiants dans leurs chances de victoire que les gens qui n'ont pas encore misé. Entre les deux, ce qui s'est passé, c'est la décision de miser. Une fois leur décision prise et actée, leurs estimations varient considérablement. Il y a donc dissonance post-décisionnelle, alors que rationnellement, on ne se met pas à avoir plus de chances de gagner parce qu'on a misé. Alors là, par contre, si. Comment ça ? Ben, si tu mises pas, tu peux pas gagner. Oui, c'est vrai. Oui, je me suis mal exprimé. Je veux dire, que tu joues ou pas, ça n'a pas d'influence sur le chiffre qui va tomber ou sur le cheval qui va arriver en premier. C'est juste que quand tu joues, tu te persuades que tu as plus de chance. Si en plus tu fais des petits rituels, des petites incantations, ou que tu choisis ton nombre fétiche par exemple, et que tu gagnes, tu risques de te persuader que tout ça a servi à quelque chose et que c'est pour ça que tu gagnes. Même si tu oublies de prendre en compte toutes les fois où tu as fait exactement la même chose et que ça n'a pas marché. Et ça, à nouveau, c'est un biais de confirmation. Donc en gros, la peur des coups irrécupérables, c'est un peu ça. J'ai acheté une canne à pêcher les taureaux, et même si la première n'a pas marché, je continue à en acheter en me disant qu'un jour, ça va marcher. Même si bon, soyons honnêtes, j'ai plus de chances d'attraper un taureau à la pêche que de gagner au loto, je me focalise sur l'échec de mon investissement passé plutôt que d'investir la réalité du moment présent et d'envisager ce que mon entêtement risque de me coûter. Je persiste dans une décision qui, si j'y réfléchis un petit peu, n'est pas dans mon intérêt. Après, encore une fois, tous les coups irrécupérables ne sont pas aussi naïfs que le mien. Je pourrais aussi essayer de pêcher du poisson, par exemple, tout simplement, avec cette canne. Et là, si je réussis à pêcher du poisson, il n'y a plus de biais cognitif. Donc, la nuance est subtile. Le référent, la référence, c'est la réussite. En fait, la nuance, elle se joue sur deux plans. Celui de l'économie et celui de la raison. En économie déjà, l'erreur des coûts irrécupérables, elle s'indexe sur une conception de l'homo economicus. C'est tout un concept, c'est-à-dire un humain fictif qui anticiperait au mieux tous les événements et prendrait des décisions optimales afin de se faire littéralement le plus de pognon possible. Relever les erreurs de jugement d'ordre économique, c'est quelque part nous renvoyer au consommateur idéal qu'il faudrait être, et n'envisager les dépenses et les transactions que comme des investissements réussis ou manqués. C'est nous inscrire dans l'échec et le manquement perpétuel. Ensuite, la raison. Se persuader qu'on va gagner parce qu'on joue depuis longtemps, c'est irrationnel. Et ça, je cite encore, des conséquences suboptimales. Et je voudrais qu'on s'arrête sur cette idée qui me fait un tout petit peu tiquer. Attends, parce que l'idée, derrière les biais rhétoriques, ce serait de comparer sans cesse nos décisions à la décision optimale absolue. Si je suis pas dans le mode de pensée idéal absolu, je suis forcément dans un biais rhétorique. Mais déjà, qui la définirait, cette décision optimale absolue? Et ensuite, est-il souhaitable qu'on ait toutes et tous des décisions optimales? Est-il même souhaitable collectivement d'avoir ce but? Les théories de l'individu parfait, ça va, on a déjà donné, on peut peut-être passer à autre chose maintenant. Alors voilà ce que je propose, parce que les biais cognitifs, c'est quand même bien utile, c'est de les percevoir comme des outils
outils et non pas de les ériger en idéologie, en vérité absolue, en comportement orthonormé. Oui, comme des outils à manier avec précaution. De même qu'un marteau, ça peut enfoncer des clous ou bien casser des doigts. Peut-être qu'on n'est pas obligé d'être toujours rentable ou optimaux et optimal. Pour moi, le risque qu'il y a à invoquer l'erreur des coups irrécupérables à tort et à travers, c'est de donner dans un autre biais rhétorique, la lorgnette. Bon, ça évidemment c'est moi qui l'appelle comme ça, disons que c'est quasiment un biais de cadrage, mais pas tout à fait. C'est comme ces chercheurs et ces chercheuses qui tentent de résumer l'univers en une seule grande équation. Ou bien à faire une équation du cerveau par exemple. Ça existe, je vous assure. Et peut-être qu'ils et elles ont raison de résumer ce qui fait partie de nous, ou ce dont on fait partie, à des équations, sans doute, mais ils et elles ont raison dans leur domaine propre. Et c'est tout. Leur équation n'a aucun sens dans les relations humaines. Résumer les choses à des équations, c'est tronquer une part de leur réalité. C'est voir la réalité avec un cadre très précis, avec une lorgnette. Vous me direz, quelle leçon faut-il tirer de tout ça? Mais moi, ce que j'aime bien dans ce genre de cas, c'est invoquer des arguments d'autorité et constater qu'ils se contredisent. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, a dit Mark Twain. Alors je peux continuer d'acheter des cannes à pêcher les taureaux. Mais d'un autre côté, il y a aussi cette citation très célèbre qu'on prête à tort à Einstein, la folie consiste à refaire sans cesse la même chose, mais en espérant un résultat différent. Et dans ces cas-là, si j'écoute ce conseil, peut-être qu'au bout de la 100e fois, si j'ai toujours pas pêché de taureau, je vais arrêter cette dépense inutile. Peut-être. Ok, peut-être que j'exagère un peu, mais par contre, je plaisante pas. En fonction des choix qu'on fait dans la vie, on va piocher les citations qui nous arrangent, en évitant soigneusement celles qui pourraient venir nous contredire. Et boum, encore une fois, c'est un biais de confirmation. Voilà, le piège des coups irrationnels, c'est tout ça. C'est la série Better Call Saul qui m'a fait entrer en contact avec cette idée, dans l'épisode Sunk Cost, justement, l'épisode 3 de la saison 3. Et il faut croire que ça a pas mal résonné en moi. Cette vidéo, je l'ai écrite à 4h du matin ce matin parce que j'ai été réveillé par cette pensée, justement. Je pouvais pas dormir à cause de ça. Et c'est peut-être pas un hasard. J'ai publié quasiment 100 vidéos maintenant, 98 pour être précis, en comptant celle-là. J'ai joué 100 fois, j'ai passé des milliers d'heures chaque année pour créer sur ma chaîne, en me disant « Ouais, la vidéo précédente, elle a vraiment pas très bien marché, mais c'est pas grave, la prochaine, c'est la bonne, j'y crois, à force, ça va bien finir par marcher, ça fait trop longtemps que j'essaie. » Après tout, « Let bygones be bygones » disent les anglophones, laisse le passé au passé. Peut-être qu'il faudrait que je passe à autre chose. Je me pose souvent la question. De plus en plus souvent même d'ailleurs, parce que j'y passe du temps, beaucoup de temps, que ça prend du temps sur le reste de ma vie, et que je suis fatigué. Mais peut-être que ma lorgnette n'est pas la bonne. J'indexe ma vidéo sur son nombre de vues, alors que ça n'a rien à voir avec sa valeur, que la valeur n'existe peut-être même pas plus que le mérite d'ailleurs, et qu'il faut peut-être dire à la valeur d'aller se faire. Peut-être que créer ma chaîne, ça doit pas être un investissement. Ça doit être un plaisir. Et je suis content parce qu'en ayant spontanément des envies de vidéos comme celle de ce matin, eh ben à ce plaisir j'y réponds. Et du coup, tant que le plaisir est là, j'ai l'intention de continuer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors là, c'est le moment où je vous demande de vous abonner, d'aimer la vidéo, de me soutenir sur Utip ou Tipeee. Mais c'est un peu curieux de faire ça après avoir parlé justement de l'investissement, du plaisir. Donc d'un côté, ça me paraît bête de pas vous en parler, et de l'autre côté, je veux pas le faire non plus sur le mode youpi youhou de d'habitude. Donc voilà, je crois que on va le faire un peu spontanément, comme ça, pouf, sans texte. Voilà, merci. Et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Past the point of no return, the final threshold, what woman-spoken secrets will we learn beyond the point of no return? Si ça réussit, il n'y a pas de coup irrécupérable. Coup irrécupérable.